La Cour constitutionnelle a rendu son verdict le mardi 9 janvier 2024, confirmant la victoire de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. Après cette décision, plusieurs chefs d'État et gouvernements de pays membres des Nations Unies ont réagi et ont adressé de félicitations chaleureuses et sincères au cinquième président de la République démocratique du Congo. Mais du côté de l'opposition congolaise, les uns se sont pliés à la décision de la Haute Cour, mais il y a d'autres qui contestent cette décision et exigent la réorganisation des élections en République démocratique du Congo. Et puis en économie, quelques produits miniers, quelques produits d'exportation de la République démocratique du Congo connaissent une baisse. Il s'agit bien du cobalt et du cuivre. Mais est-ce que cette baisse aura un impact négatif sur l'économie de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, voilà les sujets qui vont faire l'objet de votre émission Géopresse que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Je ne suis pas seul pour parler de ces différents sujets. Je reçois des journalistes. J'ai à ma gauche Jordan Mahenikini, journaliste au groupe de presse actualité.cd, également aussi patron d'un nouveau média en ligne, Ecomine. Bonsoir Jordan. Bonsoir chers confrères. Merci d'être là sur ce plateau. Et puis à ma droite, j'ai deux journalistes aussi. Plus proche de moi, c'est Dieudonné Bonali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, que je salue. Bonsoir Jojo Moulamba. Et il y a Patrick Ilunga à votre droite, donc à l'extrême droite, journaliste également au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jojo, bonsoir Jordan, bonsoir également à Dieudonné Bonali. Je vais saluer aussi les téléspectateurs. Merci, je suis très heureux de vous avoir sur ces plateaux pour parler de ces différents sujets que je viens d'annoncer. C'est donc parti pour 45 minutes des Géopresse. Jordan Mahenikini, je commence avec vous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été confirmé président, permettez-moi de cette éthologie, il a été confirmé président par la haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo, qui est la Cour constitutionnelle. Et la nouvelle semble être bien accueillie par plusieurs États, puisqu'il y a la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, le Canada, adressent de félicitations au cinquième président de la République démocratique du Congo. Quel sentiment avez-vous de voir les autres pays reconnaître cette élection ? Merci beaucoup pour la parole. Je dirais d'entrée des jets que je suis encore très heureux de revenir sur ces plateaux. Et Géopresse. Au fait, concernant la confirmation de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle, je pense que c'est une étape qui amène le pays vers l'avancement parce que nous savons tous que nous sommes dans un État qui se veut démocratique. D'ailleurs, la dénomination de notre pays est très claire, République démocratique du Congo. Dans une démocratie, il y a des élections. Et nous avons y organisé les élections, malgré tout qu'il y a eu des couacs. Moi, je considère cela comme étant des réalités électorales qu'on retrouve partout dans le monde parce que, qu'on se les dise, même aux États-Unis, les élections ne sont pas clean à 100%. C'est devenu un exemple. Non, c'est une réalité qui s'observe partout dans le monde. Même dans des pays de vieilles démocraties, nous constatons qu'il y a quand même certaines irrégularités. Cela ne veut pas dire que je suis en train ici de justifier les irrégularités qu'on a pu constater au cours des élections prévues le 20 décembre. Mais je pense que nous devons aujourd'hui se taper la poitrine de dire que la République démocratique du Congo quand même est en train d'évoluer sur le plan démocratique. Parce que nous considérons qu'il y a des élections dans une démocratie et ici au Congo, là où je suis content, c'est le fait de voir que cette fois-ci, il n'y a pas eu glissement. Vraiment, c'est ce que l'on ne voudrait plus revoir dans notre pays. Nous voulons à ce que chaque 5 ans, comme prévu dans notre constitution, qu'il y ait des élections. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a encore reçu pour 5 ans les gouvernails du bateau battant pavillon congolais. Je pense qu'il a aujourd'hui plusieurs défis qui l'attendent.
Il y a, par exemple, il doit instaurer ou encore renforcer la lutte sur la bonne gouvernance qu'il avait commencé déjà à développer. Jordan corruption. Maïkini, vous allez évoluer, mais Oui. que dites-vous de la reconnaissance par les autres États de la victoire de Félix Tshisekedi? C'est une très bonne chose, mais je pense que nous sommes un État qui se veut indépendant. Bien sûr qu'il y a d'autres États qui reconnaissent la victoire de Félix Tshisekedi, mais moi je ne pense pas que c'est cela qui donne la crédibilité à Félix Tshisekedi. La crédibilité, c'est le fait que nous, le peuple congolais, qui avons eu à participer à ces élections, le fait que le peuple congolais, dans sa grande majorité, reconnaisse en Tshisekedi comme étant les gagnants de ces élections, c'est déjà la partie la plus importante. Parce que lorsque vous avez la crédibilité auprès du peuple, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, le peuple congolais, nous constatons que depuis la publication par la CENI des résultats de la présidentielle, il n'y a pas eu des troubles à travers la République, même s'il y a eu quelques endroits qui étaient en mouvement, des gens qui protestaient, mais cela n'a pas été... c'était minime. Donc je pense déjà que cela prouve à suffisance que le 73% de Félix Tshisekedi, je parle ici en étant journaliste et je suis politiquement incolore, je n'ai pas de parti politique, je reste au milieu de l'église, au milieu du village, mais je pense que le peuple a quand même applaudi aujourd'hui que Tshisekedi soit réélu. Voilà. D'accord, Dieudonné Boinali, vous avez aussi la même lecture que Jordan Maïkini. Bon, même avis, oui, mais je vais ajouter quelque chose. La question, c'était celle de savoir si on pouvait annuler ces scrutins. Moi, je pense nous devons éviter de faire la gnossologie. Et en République démocratique du Congo, tout le monde est devenu compétent sur toutes les matières, même si celles qui relèvent de l'expertise technique. Ici, je parle des élections. Les lois sont claires. Nous avons un pouvoir organisateur des élections, c'est la CENI. S'il faut annuler les élections, nous avons des institutions politiques nationales qui sont habilitées à faire ce travail. Nous avons des observateurs internationaux et nationaux. Nous avons même des témoins. C'est à cette catégorie-là de personnes de faire les rapports et aux institutions de compétences, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évaluer quel a été le niveau de la tricherie, de la fraude, de la corruption des agents électoraux et des membres des services de sécurité qui ont été commis à la sécurisation des élections. Et encore que, même si on constate la fraude, qu'il y a eu tricherie dans certaines circonscriptions électorales, nous en avons 179. S'il y en a eu dans 3, 6, 8, on va évaluer les niveaux de cette tricherie si ça peut influencer l'ordre d'arrivée de tous les candidats présidents de la République et tous ceux qui ont compétit dans les différents scrutins, parce qu'il y a eu des scrutins combinés. C'est à ce niveau-là qu'on peut dire nous allons annuler la totalité ou soit en partie les élections. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin comme ça parce que vous n'avez pas aimé la personne qui a remporté la présidence. Non, on annule les élections. On n'annule pas les élections comme ça. Il y a une procédure à suivre. Déjà, quand vous voyez les différentes chancelleries occidentales, même certains chefs d'État et de gouvernement féliciter le président réélu Félix Tshisekedi, c'est pour vous dire qu'ils sont bien informés de la situation politique en République démocratique du Congo. Ils ont des conseillers politiques attachés dans leur chancellerie, les ambassades. Ils ont des attachés militaires, des experts en renseignement. Donc ces gens-là n'ont pas menti à leur chef d'État pour que la pluie de félicitations commence à tomber sur Kinshasa. C'est pour vous dire qu'ils ont minimisé certains ratés. Hein, et puis cette tricherie, il faut le dire, il y a eu quand même des tricheries, il y a eu quand même des actes de corruption avérés. C'est pas pour rien que la CENI aussi a sanctionné. Il y a même des vidéos, des images qui les prouvent, qui les montrent. Il y a eu 82 candidats.
qui ont été, moi je ne préfère pas utiliser le mot invalidé, c'est un concept juridique, dont les élections ont été annulées. Qui ont été éliminés. Éliminés, voilà, du comptage, de la compilation des résultats. Parce que dire invalidé, c'est comme si quelqu'un a été élu, on avait déjà proclamé les résultats et puis on l'a invalidé. Mais là, nous sommes à l'étape de la compilation des résultats. C'est comme la CENI est comme les professeurs. Et après avoir donné son examen à ses étudiants, ils constatent, selon les rapports des surveillants, que non, sur tel banc, il y a eu autant d'étudiants qui ont triché. Et le professeur décide, il prend les noms dessous des étudiants, là, il met une croix rouge, là. Ça, je ne corrige pas, ils ont déjà 0. C'est comme ça en attendant les délibérations. C'est ce que je peux dire. Oui. Mais nous ne cautionnons pas les tricheries, les ratés. Oui. Si on demande l'annulation, je vois deux choses. Une chose, la première, soit on annule tout, soit on n'annule pas, on sanctionne ces actes de tricherie et de corruption. On a volé des machines à voter, on consolide les acquis comme le chef de l'État l'avait dit, on proclame la victoire, on confirme par la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, dans le sens de pousser le pouvoir organisateur des élections à parfaire, à corriger son travail dans les futurs. C'est cet aspect des choses, on va... Et à couler ça dans les rapports qui sera présenté à l'Assemblée nationale, parce que la CENI relève de l'Assemblée nationale dans le sens de améliorer les choses pour qu'on puisse avoir des élections, si pas parfaites, mais les meilleures et acceptables par tous. Patrick Ilunga, il y a l'opposition qui a aussi réagi par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. Comme nous le savons tous, il y a quelques candidats de l'opposition qui ont accepté cette victoire, mais il y a d'autres qui ne digèrent pas, qui contestent même la décision de la Haute Cour. Mais d'après vous, si aujourd'hui il y a des députés qui pensent à l'annulation, est-ce une bonne option? On peut parler de ça aujourd'hui. Oui, je pense que c'est dans leur droit parce que quelqu'un qui est allé aux élections, c'est quand même un grand investissement, on le sait. Alors, je ne peux pas, parce que je ne pense pas, par exemple, si vous prenez le territoire de Massimanimba, c'est tout le monde qui a triché, je ne pense pas. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés victimes de ça. C'est-à-dire qu'ils ont investi de l'argent, donc ils sont en droit aussi de réclamer ça. On va dire d'abord que les élections, comme une œuvre humaine, sont forcément perfectibles. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours quelque chose à redire sur une élection. On peut prendre les élections des États-Unis, par exemple. Ce n'est pas la première fois. Vous savez que Donald Trump a des problèmes avec la justice à cause de la contestation liée aux élections. Il a même déclenché un mouvement insurrectionnel. Voilà, c'est lié aux élections. En France, j'ai déjà vu il y a quelques années le parti qui s'appelait UMP, entre, je crois, Jean-François Copé et un autre dont j'oublie le nom. Ils se sont déchirés à cause d'une élection dans un parti politique, pas même au niveau national. Donc, ça veut dire que dans une élection, il y a forcément quelque chose qui est imperfect, on va dire, qui est à parfaire, du fait que c'est une œuvre humaine. Bon, ceux qui disent qu'il faut annuler, en réalité, c'est l'idéal. Vous voyez? Mais on doit poser maintenant le regard sur cette revendication, pas seulement un regard idéaliste, mais poser maintenant le regard réaliste. Il faut être maintenant concret. Sur cette question, voilà. Les élections, on les a préparées pendant 5 ans, n'est-ce pas? Et les élections, on a eu 100 000 candidats pour tous les scrutins. 100 000 candidats équivaut... 75 000 bureaux de vote. Voilà, et 100 000 candidats équivalent à la population des Seychelles. Voyez-vous, nous avons dépensé plus d'1 milliard de dollars. Alors que si vous regardez, demain la CAN va commencer, demain samedi, parce que nous enregistrons vendredi, les infrastructures de la CAN n'ont coûté que environ 900 millions de dollars. Donc, ce que la RDC a consenti pour faire les élections peut construire beaucoup de routes, des stades, des hôtels et consorts. Les provinces du pays seront même reliées. Voilà, voyez-vous. Et donc, c'est l'économie de 5 années. Si on annule la question, on va dire la solution des réchanges, c'est quoi? En réalité, les hommes politiques... Un gouvernement de transition, non, en
En réalité, les hommes politiques sont dans un schéma que nous n'arrivons pas de déchiffrer tout de suite. Parce qu'ils veulent, après avoir, on va dire, ils ont gain de cause dans l'annulation des élections, déjà ça ne sera pas fait parce que la Cour constitutionnelle a déjà investi, on va dire, a déjà confirmé Félix Tshisekedi. Mais ceux qui disent qu'il faut annuler, ils sont dans un autre schéma parce qu'après avoir annulé, si par hasard il arrive que ça soit annulé, ils vont donner une autre revendication parce qu'en ce moment-là, le président sera au-delà du mandat, on va dire, légal. Ils vont en tout cas dire que mais il va toujours rester en fonction, il sera toujours président. Ils vont contester pour dire qu'on met en place peut-être un gouvernement d'union nationale pour organiser d'autres élections. Donc ce sera compliqué. Regardez par exemple, on a eu presque 44 millions d'électeurs. Alors 44 millions d'électeurs, c'est 18 fois le Gabon. Vous avez dit 75 400 bureaux de vote. Donc ce n'est pas possible d'avoir une élection parfaite dans toutes les circonscriptions, tous ces bureaux, les bureaux de vote. Déjà avec les conditions de route dans le pays. Il n'y a pas de route. Ça a posé problème. Voilà, donc il y a forcément un problème, mais il faut peut-être analyser ce problème-là avec un œil objectif. Là, ça peut être une recommandation du gouvernement et de la CENI pour que la prochaine fois, on soit en mesure de faire de bonnes élections. Mais moi, je pense simplement que peut-être ces 5 ans, ce n'est pas suffisant pour J'aimerais placer un mot. Allez-y, mais en même temps, je vous pose aussi une question. Mais pour avoir qu'est-ce que vous reprochez à la CENI? Qu'est-ce que la CENI a fait qu'elle n'aurait pas dû faire? Ou qu'est-ce qu'elle devrait aussi faire demain pour éviter le raté que vous avez évoqué tout à l'heure? Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais... j'ai suivi religieusement mes co-débatteurs. Déjà, s'il faut aborder cette question électorale dans une approche économique, que j'aime bien car elle renvoie bien aux notions des proportionnalités. Déjà, lorsque vous êtes dans un pays, vous dépensez à peu près 2 milliards de dollars pour organiser les élections. Et pendant que vous avez un grand projet au Congo, par exemple, les programmes de développement des 145 territoires, dont la première phase a coûté à peu près 1 milliard de dollars. Vous voyez un peu avec 1 milliard de dollars ce qu'on peut faire dans une nation. Ça veut dire qu'on peut construire, on peut doter la majorité des provinces, la majorité des territoires des infrastructures. On peut construire des hôpitaux, on peut construire des écoles, on peut rénover beaucoup d'infrastructures au niveau national. Donc, je ne pense pas qu'on doit forcément vivre dans une approche électoraliste. C'est ce que aime la majorité des politiciens, parce qu'ils aiment bien être au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été... Être au pouvoir et puis ne rien faire. Oui, ça aurait été Fayoulou qui avait gagné ces élections. Il n'allait pas accepter qu'on puisse annuler les résultats. Là, la CENI deviendrait crédible. Ça aurait été Katoumbi, ça serait la même chose. Et là où ça m'étonne, c'est de voir des candidats présidents de la République qui n'ont même pas pu atteindre la barre des 1% des voix, mais qui réclament à ce qu'il y ait annulation des élections. C'est comme si on faisait la sommation. Aujourd'hui, si on constate, parce qu'il y a par exemple la CENI qui a arrosé plus de 41 millions d'électeurs. Il y a les taux de participation qui a été des 43,23%, ce qui représente à peu près 18 millions d'électeurs, des gens qui ont accepté d'aller répondre à leur devoir civique le 20 décembre, le 21 aussi, voire le 22 dans d'autres coins de la République. Jusqu'au 26. Jusqu'au 26 même dans d'autres coins de la République. Alors, si aujourd'hui on dit qu'on doit annuler les élections, est-ce que si on faisait par exemple la sommation des résultats, on prend dans les 18 millions d'électeurs qui ont participé au vote, Tshisekedi a une affaire de 13 millions. Il a plus de 13 millions. Alors si on prenait par exemple aujourd'hui les résultats des Katoumbi, des Fayoulou, des Seth Kikoun, de tous ces gens-là, même si on le mélangeait, il n'allait pas quand même dépasser Tshisekedi. Donc je pense qu'on doit revoir un peu... Donc c'est pas une option à relever aujourd'hui. Ce n'est pas une option parce que on a beaucoup de défis à relever dans ces pays. On a des difficultés économiques, sécuritaires. On a besoin de l'argent pour financer
l'armée, notre armée, pour le rétablissement de la paix à l'Est. Donc on a beaucoup de défis à relever aujourd'hui. On ne doit pas continuer à avoir cette vision-là électoraliste, élection pour élection pour élection. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à la CENI? En fait, moi, je pense que je reproche en tout cas beaucoup d'imperfections aussi à la CENI. Pourquoi? Parce que déjà, la première des choses que moi j'ai condamné, c'était la qualité des cartes d'électeurs. Nous avons eu organisé les élections dans ces pays en 2006 avec l'effet Malou-Malou des mémoire. Ces pays, la CENI a été dirigée par Ngoï Moulunda, la CENI a été aussi dirigée par l'actuel rebelle aujourd'hui, Corneille Nangaa. Mais on n'a jamais connu ces genres des qualités si abusives des cartes d'électeurs. Imaginez qu'avant même les élections, les noms ont disparu sur les cartes d'électeurs. Les cartes sont devenues imaginez, oui. on disait avant que les paroles s'envolaient, que les écrits restaient, mais la CENI vient de nous prouver le contraire. Actuellement, avec la CENI, même les écrits s'envolent. C'est compliqué. Donc, je pense que c'est que, en tout cas, Kadimama a déçu, en tout cas à ces niveaux. Donc, avec les qualités des cartes, moi, j'ai prévoyé déjà qu'il y aurait plusieurs imperfections. Parce que lorsque les prémices sont fausses, les conclusions, les savons tous. Et puis, il y a eu quand même quelques irrégularités parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un État démocratique où l'on organise les élections, qu'il y ait quand même des candidats qui ont pu se doter des machines à voter. Moi, j'aimerais que la CENI puisse nous éclairer. Même si, aujourd'hui, tous ces fraudeurs, bon, les 82 fraudeurs ont été invalidés. Mais moi, j'aimerais qu'ils répondent un peu devant la loi. Comment ils ont pu, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour se doter des machines à voter? Des PV. Donc je pense que la justice doit se saisir de la question. On doit poser la question à tous ces fraudeurs. Comment, par quel mécanisme? Peut-être qu'il y a certains agents de la CENI qui ont été des mèches avec ces gens. Et ces agents de la CENI aussi doivent être arrêtés. Moi, je pense qu'il y a tout un chapelet des gens qui doivent répondre devant la justice. On ne doit pas s'arrêter à dire Ngobila, Bobo Boloko, on va organiser la... Non. Qui sont ces gens qui travaillent à la CENI, qui ont doté à ces gens-là des machines à voter? Parce que c'est incompréhensible. Il y a eu des candidats qui ont voté à partir de leur chambre. C'est incompréhensible. Ça, c'est incompréhensible. Bien donné, Bonali, qu'est-ce que la CENI devrait faire demain pour corriger les erreurs du 20 décembre? Je vais rebondir sur ce que notre estimé confrère Jordan Mahenikine a dit. Vous savez, il y a des candidats qui ont des écoles et ces écoles ont été transformées en centres d'inscription, des salles de classe en bureaux de vote. Et curieusement, malheureusement aussi, certains directeurs d'école étaient des chefs de centre de la CENI. Parce que, ou quoi? Non, ils ont postulé pour qu'on puisse vous donner les cadres pour organiser vos élections ici dans notre école. L'un de nous ou quelques agents doivent trouver du travail au sein de la CENI. Maintenant, vous avez une école qui appartient à un candidat. Le directeur de cette école est président du centre de vote. Et comprenez la suite. La nuit, ça s'arrange, non? Avec quelques billets verts de Franklin. Ça s'arrange. Maintenant, j'ai aimé la question que vous avez posée. Qu'est-ce qu'on reproche à la CENI? On a parlé de la carte d'électeurs de qualité médiocre. Je pense aussi que la CENI ne devrait pas organiser les élections locales. Aujourd'hui, moi, je donne raison au président Joseph Kabila. On peut lui reprocher tous les malheurs du monde qu'a connu le Congo. Mais il y a certaines choses, il faut connaître la valeur morale au niveau même de la sagesse de cet homme. Ce n'est pas pour rien qu'il refusait qu'on puisse organiser les élections locales. Si aujourd'hui on a eu plus de 26 000 candidats au niveau des législatives, est-ce que vous connaissez le nombre de candidats au niveau des conseillers communaux? C'est presque le double. Presque le double. Et si on fait la sommation, on a eu presque au-delà de 60 000 candidats. Imaginez. Un nombre que cette institution d'appui à la démocratie n'a jamais connu, n'a jamais traité, n'a jamais manipulé. Il faut traiter les dossiers, les scanner, imprimer les listes. C'est cela qu'il y a eu même des erreurs sur le plan informatique
Les noms, vous retrouvez les noms qui ne correspondent pas à la photo. Quelqu'un qui vient voter, il voit, mais c'est mon numéro, c'est mon nom, mais ce n'est pas ma photo. C'est pour vous dire que c'était une véritable bureaucratie qu'on avait créée à la CENI. Il fallait manipuler beaucoup de papiers, des paperasses, beaucoup de photos. Ça crée des erreurs. Pour ça, on pardonne à la CENI. Moi, je pense qu'on ne devait pas organiser aussi les élections locales des communaux, des conseillers communaux qui vont voter des maires de bourgmestres. Pourquoi? Nous avons déjà des difficultés comme État à prendre en charge les assemblées provinciales. Elles sont au nombre de 26. À cela s'ajoutent les élus provinciaux. Mais il faut souligner que ces assemblées provinciales... Ils font les sit-in au ministère des Finances. 23 mois de Et que fait l'Argentier national? Il joue au Ponce Pilate, comme faisait Hérode et puis... Hérode et Pilate. Il se rejette la responsabilité. Nicolas Kazadi dit non. Vous, vos émoluments comme députés provinciaux, ce sont les chefs des exécutifs provinciaux, les gouverneurs qui doivent vous payer, vous prendre en charge. Eux maintenant rétorquent en disant non, c'est l'Argentier national qui doit vous payer. Maintenant, on a déjà cette difficulté, on n'a jamais résolu ces problèmes. Vous venez ajouter encore les conseillers communaux. Ils seront pris en charge par nos gouvernements locaux, c'est-à-dire les bourgmestres, et sera les chefs de l'exécutif local, avec tout un gouvernement local, avec une assemblée locale, les conseillers communaux. Vous demandez à un bourgmestre comme celui de la commune de Ngaba de payer tous ces conseillers communaux. Là, il va trouver les moyens où? Les bourgmestres de la commune de Limité, avec les frais de célébration des mariages, il va payer son conseil communal. Et ils vont siéger voilà aussi. Une autre erreur, c'est corrigeable. Je pense, nous devons plaider pour le recensement général de la population. Quand on arrive au moment d'organiser les élections, 5 ans après, c'est facile. Au lieu de dépenser tous les 5 ans de l'argent, vous achetez des machines à voter. Pour l'enrôlement. Maintenant, après les élections, quel est le sort réservé à tous ces dispositifs électroniques de vote, communément appelés machines à voter? On va les jeter. Or, nous sommes des journalistes. Nos ordinateurs, on en a fait à combien d'années déjà? 10 ans, certains en ont fait avec 8 ans, 6 ans. Mais comment les machines de la CENI, là, qu'on utilise seulement en une journée, et puis ça tombe en panne, 5 ans après, on doit encore les acheter? Moi, je pense que l'IGF doit venir interroger les informaticiens de la CENI. À moins que ce sont des machines à usage unique. À usage unique. Il y en a beaucoup d'erreurs qu'on reproche à la CENI, mais il y a des fautes aussi pardonnables. Oui, oui. On a donné à Kadima les moyens à retard. Moi, je plaide pour lui, et c'est là où je le pardonne. Je n'ai jamais un président de la CENI qui demandait de l'argent. C'est comme s'il travaillait pour sa propre personne. Nicolas Kazadi dit non, moi j'ai déjà donné de l'argent à la CENI. La CENI, mais dans nos comptes là, ce n'est pas encore décaissé. Voyez, il y avait cette guerre là, on a perdu beaucoup de temps et tout le monde a oublié, on jette la faute à Kadima. D'ailleurs, il faut les féliciter. Pour le avec le peu de temps qui lui était imparti là, déployer les matériels, arriver à organiser ces élections et même au niveau de la diaspora, organiser aussi les élections locales. J'ai dit non, il est à féliciter. Oui. Ne voyons pas seulement les ratés, voyons aussi les acquis. Il a quand même organisé les élections pour la première fois pour les Congolais vivant à l'étranger. Patrick Ilunga, vous répondez aussi à la même question. Bon, moi ce que je reproche à la CENI, c'est que nous prenons des élections qui nous coûtent trop cher. Pourquoi j'ai dit ça? Je crois que mes deux confrères co-débatteurs l'ont un peu évoqué. Parce que du moment où vous achetez par exemple des générateurs, des groupes électrogènes, vous achetez des batteries, vous achetez des véhicules pour transport du matériel, pour un processus électoral, par exemple celui de 2023, celui pour lequel on discute encore aujourd'hui. Mais pourquoi on doit revenir en 2028 acheter le même matériel? Entre-temps, on ne demande pas de compte à la CENI pour on va dire les matériels roulants, tout ça, qu'on a acheté en 2018. Donc, si on peut faire l'économie avec ça, les voitures, tout ce qu'on a acheté comme matériel roulant, groupe électrogène. Je ne coupe pas la parole. Ou soit, après chaque scrutin, on peut désaffecter ces matériels.
on donne par exemple aux communes, à nos quartiers, Ouais, pour qu'ils soient aux utilisés. chefs de secteur, pour que ça soit utilisé. Il y a des services de l'État qui manquent des ordinateurs. Mais pourquoi chaque cycle électoral, comme vous êtes en train de le dire, on doit toujours acheter des ordinateurs, des pick-up, des camions, tout ça? Ça pose problème. Je pense que ça, c'est un grand problème. Si on arrive à gérer ça, peut-être que ça pourra nous économiser même 100 millions de dollars 100 millions, en 2028, qui sait. La deuxième chose que je reproche à la CENI, bon, c'est peut-être, la CENI, c'est juste un maillon de la chaîne qui est la RDC, hein, donc c'est notre société, elle est comme ça. C'est les partis politiques qui ont maintenant, on va dire, droit de citer dans telle entreprise, telle chose. On ne doit plus mettre, on va dire, à la tête de la CENI, c'est les sociétés civiles, bien sûr, mais les autres sont des gens de partis politiques. Eux, comme entre 2018 et 2023, entre les deux élections, ils ne sont pas payés, n'est-ce pas? Ils sont payés seulement lorsqu'il y a processus électoral. Donc, ils font le tout pour encaisser beaucoup dans leur poche. Mais si on met en place, par exemple, on responsabilise des gens qui ont des carrières à préserver. Des gens, par exemple, dans la fonction publique qui ont des carrières à préserver. Ils vont penser à leur carrière après. Ils vont peut-être faire autrement les choses. Parce que ceux qui sont, par exemple, qui viennent des partis politiques, après les élections de 2023, après tous les processus, ils vont être au chômage, entre guillemets. Donc, ils pensent... Dans des pays sur d'ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais sauf ici, qu'on n'a pas encore atteint cette maturité. On n'a pas encore atteint politique. cette maturité parce que le ministère public, qui doit revêtir de la neutralité des institutions, est membre d'un parti politique. On va vous dire le ministre de l'Intérieur est féodé au parti présidentiel. Il est ouvertement membre d'un parti politique, qui cadre d'un parti politique. C'est difficile. Imaginez un Peter Kazadi qui organise les élections. Voilà, mais normalement, on devrait peut-être penser au secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Mais là aussi, c'est des gens qui viennent des partis politiques. Donc c'est un peu même compliqué. le secrétaire général. Voilà, c'est des gens qui viennent parfois des partis politiques. C'est compliqué. Moi, je commence à arriver à cette conclusion. La démocratie à l'européenne, c'est pas vraiment... On n'est pas encore arrivé, à mon sens. On n'est pas encore arrivé parce que même quand on dépense beaucoup en campagne, on dépense beaucoup pour faire des élections, après les élections, on commence les contestations. On souhaite mettre en place on va dire un gouvernement de transition ou bien d'union nationale. Mais à quoi auront servi les élections? À quoi auront servi les Donc élections? je crois que oui. ça, il y a quelques années de cela, je le dis souvent, Jacques Chirac avait dit que les élections à l'européenne, ou bien la démocratie à l'occidental, c'est un luxe pour les Africains. Certains Africains avaient mal compris, disant que Jacques Chirac, tu nous as insultés. Mais en réalité, on ne peut pas prétendre faire la démocratie à l'occidental, c'est un peu au-dessus de avoir des démocrates. Voilà. Sans avoir des démocrates avant le B. D'accord, on s'en est fini pour ces premiers points qui portaient sur les élections de 2023. On va passer au deuxième sujet qui porte sur la production minière en République démocratique du Congo. Je vous le disais au début de l'émission, selon la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, le prix de quelques principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo affiche une tendance baissière. Il s'agit là du cuivre et puis du cobalt. Et le cuivre, il y a 2 semaines, c'est négocié à 8493 dollars américains la tonne. Et la semaine, au cours de cette semaine, c'est à 8467 dollars américains la tonne. Et le cobalt, c'était à 28 456 dollars américains la tonne. Et il est aujourd'hui à 28 451 dollars à la tonne, dollars américains la tonne. Jordan Mainikini, est-ce que cette baisse a un impact, peut impacter négativement l'économie, la mobilisation de recettes démocratique du Congo? Bon, c'est vrai, c'est le début de l'année, mais on peut déjà s'interroger par rapport à cette situation. Oui, effectivement, j'aime bien surtout aborder les questions minières parce que déjà que je suis congolais, j'habite dans un scandale géologique qui est la République démocratique du Congo, oui. Premier pays producteur du cobalt au niveau mondial, premier pays producteur du cuivre au niveau africain et 3e au niveau mondial. Le Congo, c'est le seul pays où on retrouve
la majorité des minéraux de la table des Mendeleev. Donc, je ne pense pas qu'au Congo, on devrait normalement négliger les questions minières. Ça devrait être en tout cas en première position. C'est comme le pétrole au Nigeria. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un impact négatif sur je dirais plutôt, il y a un impact négatif lorsqu'il y a baisse des prix des matières premières sur les marchés mondiaux. Déjà, ce qu'il faut savoir est que la République démocratique du Congo est un État rentier. C'est-à-dire, le secteur économique congolais est rentiste. Il vit aux dépens des taxes, des impôts et des droits. Alors, lorsqu'il y a baisse des prix des matières premières au niveau mondial, on constate que les entreprises minières ne vont pas faire des bons chiffres d'affaires. Et lorsqu'elles ne font pas des bons chiffres d'affaires, c'est l'État qui perd en termes de bénéfices. Parce que plus il y a des bons chiffres d'affaires, plus il y a des bénéfices, c'est l'État qui s'y retrouve parce que notre État est rentiste. Parce que nous, dans les secteurs miniers, on a vu qu'il y a des taxes et des impôts. Alors, ça c'était l'impact, je dirais l'impact direct. Et puis, il y a aussi un impact indirect. L'on constate que cette baisse des prix des matières premières va aussi impacter indirectement les entreprises minières. Parce que lorsqu'il y a augmentation des prix, cela permet à l'entreprise de réaliser, en tout cas, d'allouer des fonds qui vont leur permettre de finir ou encore d'aller plus loin avec leurs projets en développement jusqu'à atteindre l'étape de production. Mais lorsque l'on constate qu'il y a baisse, ces entreprises-là ne vont pas bien évoluer. Parce que lorsqu'il y a des fonds qui arrivent à permettre à ces entreprises de développer quelques projets de production, ça impacte aussi sur les secteurs de l'emploi. Parce qu'il y a des jeunes qui vont s'y retrouver. Si par exemple Glencore arrive à développer d'autres projets, ça va permettre aux communautés environnantes de trouver de l'emploi. Là, c'est aussi une chose. Mais je dois encore relever qu'au niveau de l'impôt, nous sommes un État rentier, comme je le disais tantôt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des impôts très importants au niveau du secteur minier. Nous avons l'impôt sur les profits et l'impôt sur les profits excédentaires. Et ces impôts-là dépendent, ce sont des instruments fiscaux qui dépendent directement des bénéfices qui réalisent les entreprises. Et lorsqu'il y a baisse, on constate que l'État sera perdant parce que durant la récolte de ces impôts-là, l'État ne va pas mieux se retrouver. Et donc je pense que cela a un impact que les téléspectateurs doivent savoir. Donc nous devons être contents lorsque l'on constate qu'il y a augmentation sur les marchés mondiaux. Alors, concernant la répartition des bénéfices, ici, à ce niveau, je pense que c'est l'État qui est perdant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des répartitions des bénéfices, on constate quoi? On constate que lorsqu'il y a augmentation des prix dans une perspective très approfondie, on se rend compte que c'est l'État qui perd. Parce que si vous regardez, par exemple, les partenaires de la GECAMINE a plusieurs partenaires, mais l'on constate que dans ces entreprises-là privées, la GECAMINE n'a pas un nombre important de parts. Vous avez par exemple la GECAMINE qui a 5 parts dans une entreprise privée. Ça veut dire, lorsqu'il y a baisse des prix des marchés, plutôt des prix des matières premières, l'on constate que, parce que qu'est-ce qui se passe dans les secteurs d'affaires? Ce qui se passe, c'est que dans le monde des affaires, lorsqu'il y a des bénéfices qui arrivent dans une entreprise, si l'entreprise a 90% des parts, ça veut dire que l'entreprise aura 90% des bénéfices. Si l'entreprise a 5% des parts, ça veut dire que l'autre entreprise qui est partenaire aura 5% des bénéfices. Or, la GECAMINE a 5% des parts dans la majorité. La GECAMINE ne dépasse pas 20% des parts dans la majorité des entreprises dont elle est partenaire. Donc, je pense que sur le plan bénéfice, c'est l'État qui va perdre. Même si nous arrivons quand même à atteindre d'autres seuils. Lorsqu'il y a augmentation, l'État se retrouve, mais dans une perspective très approfondie, je pense que nous devons revoir certaines choses. Il faut que la GECAMINE
commence à avoir 50% des parts dans la majorité des entreprises minières en RDC. L'impact serait vraiment négatif sur l'économie congolaise. Dieudonné Boinali, les perspectives pour la croissance économique de la République démocratique du Congo sont projetées à 7% en 2024 contre 6,8% que le pays a réalisé en 2023. Mais déjà, avec ces débuts, est-ce qu'on ne risque pas aussi gros en ce qui concerne la mobilisation de recettes? Puisqu'on ne pourra atteindre ces 7% que si le secteur minier fonctionne normalement. Bon, Jordan Mainikini a déjà tout dit. Il s'y connaît aussi bien que nous autres dans ce secteur des porteurs de croissance. Mais j'ai essayé d'être à la hauteur et surtout d'étancher votre soif en disant que notre économie, celle de la lanterne de nos téléspectateurs. Et là, je réponds directement à la fameuse question qui a été posée à tous les candidats. Dollar et Kita. Soit comme président, dollar et Kita. Vous allez savoir pourquoi les dollars ne baissent pas et pourquoi les dollars a toujours une tendance haussière. Nous avons en République démocratique du Congo une économie de ramassage. Jordan l'a dit, mais en d'autres termes. C'est-à-dire, nous ramassons tout ce que Dieu a donné à la République démocratique du Congo comme bénédiction sur le plan des ressources naturelles. Nous prenons les cuivres, les cobaltes et les autres minéraux, nous ne les transformons pas sur place pour leur donner une certaine valeur ajoutée, créer la chaîne de valeur, donner de l'emploi à nos compatriotes. Nous exportons le brut. Et parfois, il y a des minéraux associés au cuivre, au cobalt que nous perdons, qu'on récupère en Chine là-bas. Des bénéfices accidentels. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Comme notre économie dépend en majorité, pour ne pas dire en grande partie, des minéraux que nous vendons à l'extérieur, Jordan a peint les tableaux. Moi, je vais ajouter seulement ceci. Le code minier demande à toutes les entreprises minières de rapatrier 40% de leurs recettes. Il s'agit du chiffre d'affaires des produits miniers vendus à l'extérieur. Dans les grands pays consommateurs de matières premières que sont la Chine, les États-Unis. Rapatriement des devises. Voilà. Mais maintenant, avant que vous continuiez à donner Boinali, on a deux principaux produits importants. On a les cuivres et le cobalt. Donc si le prix de ces produits... le cuivre d'ailleurs est déjà $8,400 la tonne. Alors si ces deux produits connaissent les prix de ces produits connaissent la baisse, donc non seulement les recettes vont baisser, mais il y aura des perturbations économiques au niveau interne à la République démocratique du Congo. Je m'explique. Lorsque les entreprises minières rapportent ces 40% là des devises, l'or, les tantales, y compris pour l'or et les tantales, c'est la même situation. Okay. Lorsque les entreprises minières rapportent ces 40% du chiffre d'affaires en devises, le législateur a voulu imposer ça. Pourquoi? C'est pour soutenir notre économie, notre stock de réserves d'échange. Pourquoi? Nous ne produisons rien. Le Congo, c'est plus de 80 millions de consommateurs. Nous sommes un grand marché de consommation et non de production. Donc tout le monde produit pour venir vendre au Congo. Mais les commerçants vendent en monnaie nationale les francs congolais. Mais quand ils sont en rupture de stock, ils doivent aller se réapprovisionner. Ils se réapprovisionnent en devises, pas en francs congolais. Ils doivent acheter les dollars. C'est ce qui crée la fluctuation sur les marchés. Aujourd'hui, on est à 2700, 2750 francs congolais pour $1 américain. Non seulement il se pose de sérieux problèmes, il y a aussi la baisse des recettes, principalement pour 3 principaux impôts payés par les opérateurs miniers à la direction des grandes entreprises, à la DGI. Vous avez les super profits, vous avez l'impôt sur les bénéfices, l'IBP, et puis il y a les impôts sur les métaux stratégiques qu'ils payent. Mais quand il y a baisse des prix sur les marchés, il y a aussi baisse des recettes. Et ça se répercute à tous les niveaux sur les régies financières. Les régies financières ne vont pas atteindre les assignations budgétaires. Il y aura aussi une incidence pour les agents de ces régies financières-là. Quand vous n'atteignez pas les assignations budgétaires, les ministères des Finances sanctionnent.
On ne vous donne pas votre prime. Et il y aura une difficulté dans la redistribution. Voilà, il y aura une difficulté dans la redistribution des richesses pour tous les agents économiques nationaux, même les ménages. C'est pour vous dire que les institutions ne vont pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Voilà pourquoi nous plaidons au cours de cette émission pour la diversification de notre économie. On ne doit pas vivre seulement du secteur minier. Oui. Même si c'est un secteur porteur de croissance, il y a d'autres secteurs porteurs de croissance que nous négligeons. Le gouvernement congolais peut appuyer sur les leviers tourisme. Nous avons beaucoup de parcs nationaux, il suffit de pacifier les pays. Le Kenya vit du tourisme. On va revenir sur cet aspect. Voilà, la Côte d'Ivoire vit du cacao et du café. C'est avec ça qu'ils organisent la canne. Nous, si nous pouvons vivre en dehors des minéraux, il y a d'autres secteurs portés de croissance sur lesquels nous pouvons appuyer pour arriver demain à avoir un budget même de 50 60 milliards de dollars. Même 100 milliards, pourquoi pas. Patrick Ilunga, l'économie congolaise est tirée généralement par le secteur minier et sur le marché international, on constate tout le temps baisse ou hausse de prix et cela perturbe généralement ou impacte négativement l'économie congolaise. Déjà, au début de cette année 2024, on constate qu'il y a baisse de prix de principaux produits miniers que les cuivres, qui sont le cuivre et le cobalt. Vous, en tant que journaliste et observateur de ces secteurs, quelle lecture faites-vous? Bon, premièrement, il faut dire que ça va faire presque 120 ans depuis que l'Union minière du Haut-Katanga a commencé à produire et à exporter. C'était depuis 1906. Et aujourd'hui, nous sommes en 2024. On se retrouve à débattre sur la question de dépendance, c'est-à-dire que l'économie est extravertie. L'économie dépend des prix qui sont fixés à London Metal Exchange, n'est-ce pas? Des prix qui sont fixés dans les marchés mondiaux, comme on dit. Je crois que mes deux collègues qui m'ont dévancé ont beaucoup dit, ont dit largement ce qu'il y a sur cette question-là. Dieudonné Boanali a dit tout à l'heure que c'est une économie de ramassage. Ce n'est même pas une économie de ramassage. Nous, on ne ramasse plus. C'est des gens qui ramassent pour nous et nous donnent ce qu'ils veulent bien nous donner. Quelle est cette grande entreprise minière que nous avons? Voilà, c'est l'ombre d'elle-même. Voilà. Donc, à partir... On produit les cuivres, mais on exporte les câbles électriques. On importe les câbles électriques. C'est inconcevable. Comment vous pouvez expliquer ça? On produit l'or, mais nous achetons des bagues, des colliers à l'extérieur. Mais on peut fabriquer ça sur place en produit fini. Donc, à partir du moment où on débat de cette question, cela veut dire que simplement notre économie est très vulnérable aux chocs externes, comme on les appelle tout à l'heure. Mais l'économie congolaise, en quelque sorte, c'est les secteurs miniers. Jordan l'a dit tout à l'heure, s'il y a baisse de recettes, ça veut dire il y aura beaucoup plus de pression sur le trésor public pour l'État. Donc, il y aura moins d'investissements sur d'autres secteurs, moins d'investissements dans la santé, moins d'investissements dans l'éducation. Donc, c'est une chaîne qui se tient. Donc, moi, j'aime bien l'économie parce que tout se tient en économie. Ceci explique cela. Donc, mais l'économie congolaise, en quelque sorte, elle ne tourne pas rond. Pourquoi je dis ça? Regardez le code minier de 2018, qui est, on va dire, un code qui a été révisé, parce que c'était d'abord le code minier de 2002. L'une des raisons, et ça a été un grand combat de la GECAMINE, c'était que la GECAMINE s'appelle Générale des carrières et des mines. Elle dit, nous, on ne peut plus s'appeler GECAMINE si on n'a pas de carrières à nous, si on n'a pas de mines à nous. Donc, dans la collaboration avec les entreprises qui arrivent, comme c'est nous qui donnons le gisement, nous devons être aussi majoritaires. Si pas majoritaire, mais quand même, on ne doit pas être minoritaire jusqu'à... À 5%. Non, on ne peut plus faire ça. C'était le combat. Alors, le combat d'être général, donc propriétaire de carrières et de mines, je pense que la GECAMINE, jusqu'à aujourd'hui, ne l'a pas gagné. Parce que si vous regardez, par exemple, la production, en 2022, c'est moins de 5000 de tonnes. En tout cas, si je peux exagérer, c'est moins de 6000 de tonnes de cuivre produits par la GECAMINE. Alors qu'on dit, par exemple, que la RDC a produit en 2023 2 millions de tonnes.
2 millions de tonnes, c'est les autres entreprises qui sont les autres entreprises. Et nous, en tant que RDC, nous bénéficions que de redevances. Alors, ces redevances-là, comment on les partage? Selon le code minier, c'est d'abord 50% au trésor public, au niveau du gouvernement central, il y a 25% pour la province, 15% pour l'entité, mais 10% c'est un fonds minier pour les générations futures. Alors, ce qu'on doit faire d'abord pour ne pas dépendre de ça, on doit interroger nos gouvernants. Est-ce qu'ils mettent de côté le 10% des fonds pour les générations futures? Je pense que c'est déjà ça le grand problème parce que... Parce qu'il faut préparer la première. Il faut préparer la première comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis préparent l'après-pétrole, donc il faut diversifier. Alors il faut déjà commencer par là pour ne plus dépendre des fluctuations des prix. Parce que moi aujourd'hui je pense qu'il y aura forcément une forte pression sur le cobalt, sur le cuivre, donc il y aura fluctuation. Les prix ne vont pas baisser totalement. Mais que faire pour ne plus dépendre de ça? Donc il faut diversifier, s'inspirer de ce que les Émirats Arabes Unis non seulement diversifier parce que les mines ne sont pas éternelles, on peut trouver aussi des produits de substitution. Aujourd'hui on parle du manioc pour fabriquer les pains et pourtant le blé est là. Alors, donc, il faut on tend déjà vers la fin de cette émission. Il y a la régie qui me signale déjà. Mais une toute petite question. Mais il y a une préoccupation. Les gens disent que nous sommes, la RDC scandaleusement riche, mais on sent pas, il n'y a pas de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, malgré ces richesses minières. Qu'est-ce qui empêche cela? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire juste en 1 minute, s'il vous plaît? Et puis, on boucle l'émission. En fait, si je dois ramasser en première position la question, je pense que c'est parce que notre vision en tout cas des mines n'est pas du tout correcte. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je constate que la gouvernance des mines ou des secteurs extractifs en général en RDC est essentiellement liée à la collecte des impôts, des taxes, des droits, ce qu'on appelle les recettes. Or, les recettes n'ont jamais développé un État. Un État ne se développe pas par la collecte des recettes. Un État se développe lorsque vous arrivez à donner de la valeur ajoutée à vos richesses. Ça veut dire, aujourd'hui, on dit que le Congo est le premier pays producteur du cobalt au monde. Vous savez ce qu'on peut faire avec le cobalt? Le cobalt est un produit stratégique dans l'industrie automobile. Ouais. Est-ce que nous arrivons à fabriquer les batteries, nous arrivons à fabriquer les automobiles dans notre pays avec tous les cobalts que nous avons? Donc il faut changer de vie. Nous avons les coltans, mais on doit acheter les téléphones techno chez les Chinois, les Japonais, même les Indiens aujourd'hui commencent à fabriquer. Nous avons cette matière première qui aide à fabriquer les téléphones, mais nous n'arrivons pas à donner de la valeur ajoutée à cette matière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congo continuent à rétro-pédaler. Si nous continuons dans cette direction, je pense que les pays ne vont pas développer. Parce que nous avons une économie minière qui est totalement enclavée. Nous devons désenclaver cette économie minière jusqu'à donner de la valeur ajoutée à ce que nous avons comme minerais. Sinon, nous continuerons à collecter des taxes et des impôts que nous considérions comme étant très élevés, mais alors qu'en réalité, cela ne peut pas aider le pays à avancer. Ça ne représente nous n'avancerons que le jour où nous donnerons de la valeur ajoutée à nos richesses. Dieudonné Bonali, 30 secondes. Et puis bon, je vais dire, avant les années 80, les Congo produisaient plus ou moins 400 000 tonnes de cuivre. Ça nous a permis d'avoir des belles infrastructures sous la colonisation, même à l'époque Kasavubu et Mobutu. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous produisons 1 500 000 tonnes de cuivre. Nous sommes devenus les premiers producteurs africains dans les top 5 mondiales. Mais nous manquons des autoroutes. Regardez les routes qu'on a pour aller à Kabinda, dans les Kasaï, les érosions, à Kananga. Kabamba, en tout cas, ça interpelle. Flambeau. Regardez les avenues Kabamba et Flambeau. La commune de Barumbu et la commune de Kinshasa sont totalement enclavées. Mais on produit 1 500 000 tonnes de cuivre, plus de 100 000 tonnes de cuivre et de cobalt en tant que producteur mondial. Voilà les paradoxes congolais. Un pays potentiellement riche, chinois, à population pauvre. Nous devons changer de paradigme et surtout, lorsque les recettes baissent, le gouvernement doit revenir au Parlement pour demander un collectif budgétaire. Parce que quand il y a des recettes excédentaires, on modifie le budget vers la hausse. Quand les recettes baissent, parce que l'économie dépend des matières premières dont les prix sont à baisse continue, les budgets de l'État baissent aussi
y compris les primes promis, y compris même les agents. Vous savez qu'il y a, le chef d'état-major a dit que les pays s'est doté de, il a parlé de 30 ou 15 brigades, si je ne me trompe pas. Ces militaires-là, dans 6 mois, on doit les mécaniser, commencer à les payer. Et si les recettes commencent à baisser, comment on va prendre en charge la montée en puissance de notre armée, prendre en charge les fonctionnaires et agents de l'État? Comment nous allons investir? Parce que nous oublions souvent aussi l'investissement. Il faut réinvestir et réinvestir. Un pays se développe par les investissements. Quand on investit en infrastructure, on donne du travail aux Congolais. Ils vont travailler dans le développement des routes, des universités, écoles, centres de santé. La construction des logements sociaux. Les rêves qu'on nous a toujours vendus depuis les Belges, le développement du Congo par les mines, en tout cas ça a échoué. Il faut le développement du Congo par une économie diversifiée et surtout retourner aux fondamentaux. L'agriculture, c'est le soubassement de l'économie. D'accord. Vous voyez, les Quinois vous disent Tozoliate, ça social. On donne la parole à Patrick Ilunga. Bon, déjà qu'il faut dire que le chiffre de 2 millions, ou bien 1,5 million, en tout cas c'est 2 millions de tonnes de cuivre produit, ce n'est pas nous qui produisons, c'est des entreprises étrangères qui produisent sur notre sol. Vous avez Tenke Funguri, mais voilà. Glencore, tout ça. Ils produisent et nous sommes minoritaires chez eux. Je crois que la clé ici, c'est la valeur ajoutée. Il faut transformer. Voyez-vous, par exemple, je vous donne un petit exemple. La bauxite, par exemple, qui est extrait en Guinée. Au niveau du port de Guinée, c'est 30 $, je crois, la tonne. Mais lorsqu'on produit l'aluminium, lorsqu'on arrive à produire l'aluminium avec ça, ça revient à 3000 $. Donc, ça veut dire que ça a multiplié par 100. Je crois que la solution, elle est là, c'est la transformation. Voyez-vous, nous exportons le concentré. C'est ça que même nous-mêmes, nous produisons voilà, même pas. Voilà, et même dans la chaîne, en tant que producteur, nous, on n'a pas d'influence. C'est ce qu'on appelle le soft power, on ne l'a pas. C'est-à-dire que c'est la Chine qui a le soft power du cobalt, par exemple, parce qu'elle transforme 80% de la production mondiale du cobalt. Voyez-vous? Mais la transformation, la clé pour la transformation aussi, c'est quoi? C'est l'énergie électrique. Or, si vous demandez à tous les miniers aujourd'hui, l'un des points faibles de la RDC, c'est le manque d'énergie électrique, justement. Donc, on importe l'énergie électrique parfois de la Zambie pour venir alimenter les usines du Congo. Donc, je crois que... pays du fleuve Congo, du Grand Inga. Voilà, du Grand Inga qui peut... qui inonde nos quartiers. Généralement, on nous a élevés, nous, en tant que Congolais, dans le système de nous bercer d'illusions, tu vois. Vous êtes un pays... Nous, on est un pays pauvre, très endetté, monsieur. On n'est pas un pays riche. D'accord, Patrick Ilunga. Comme disait Machiavel, gouverner, c'est faire croire. Voilà. On vous fait croire que vous êtes riche. Le président de la BAD a ajouté, on ne mange pas le potentiel. Donc, on a beaucoup de potentiel. Mais en réalité aussi, nous ne sommes pas RDC. D'accord, merci. Nous les deviendrons quand on va commencer à transformer nos richesses. Merci beaucoup, chers confrères. Merci beaucoup, chers confrères. Je pense que le deuxième sujet était encore plus intéressant. On y reviendra lors de notre prochain numéro. On va parler puisque c'est l'économie qui tient le pays. Si on ne produit rien, il n'y aura pas de développement. Alors, il faut produire. Et lorsqu'on produit, on doit aussi tenir compte des autres secteurs d'activité. Il n'y a pas que le mine. Il n'y a pas que le mine. Les mines, c'est le premier secteur qui donne beaucoup au pays, mais c'est le secteur qui regorge peu d'emplois. L'agriculture, c'est les secteurs qui donnent moins, mais c'est les secteurs qui regorgent plus d'emplois. Alors pourquoi ne pas investir? On a 80 millions de terres arables qu'on n'exploite pas. Je pense qu'on va revenir sur ces sujets lors de notre prochain numéro. Merci à Jordan Mayenikini des communes, actualité.cd, à Dieudonné Boinali, Géopolis Forum, Patrick Ilunga, également Géopolis Forum, et aussi à la régie qui nous a accordé encore un peu plus de minutes. On avait parlé de 45, mais merci. On va revenir très prochainement à votre fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Géopolis TV. Et avec le même plaisir, on vous retrouvera très prochainement. Merci.